Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. La crise sanitaire, pour grave qu'elle soit, ne rencontre pas que des enjeux de santé. Le virus fait des victimes, il fait aussi, comme disent les militaires, des victimes collatérales, et parmi celles-ci, certains territoires, et sans doute les moins favorisés, mais aussi des populations, et particulièrement les jeunes. C'est au nom de ces territoires et de ces populations que plus de 200 maires ont lancé le 14 novembre dernier un appel au gouvernement pour l'informer des tendances lourdes de la crise. Alors, 2 mois après cet appel, et l'appel de France Urbaine, qui regroupe les plus grandes villes de France à aider les populations les plus jeunes, où en sommes-nous? C'est la question que nous allons poser dans ce numéro de PAF, avec en studio Arthur Dehaene. Bonjour. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire, vous avez aussi dit l'économie à Sciences Po, et vous êtes le fondateur d'une association qui s'appelle l'Équipé, qui aide les jeunes des milieux défavorisés à aller notamment dans l'enseignement, dans l'apprentissage, dans l'enseignement supérieur. Avec nous, Sophie Primas, bonjour. Vous êtes sénatrice des Yvelines, vous êtes la présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat. Catherine Arenou, vous êtes la maire de Chanteloup-de-les-Vignes et la présidente aussi de Activity, l'agence d'insertion des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Michel Bisson, vous êtes le président du Grand Paris Sud et le vice-président de cette association qui regroupe beaucoup de grandes villes, qui est France Urbaine. Et puis Jean-Philippe Hassanssi, bonjour. Vous êtes le fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport. Alors, Sophie Primas, je vais peut-être commencer par vous. Vous avez reçu avec le président Larcher un certain nombre de maires signataires de cet appel du 14 novembre dont je parlais à l'instant. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit et qu'est-ce que vous leur avez dit ? Bonjour à tous. D'abord, ce qu'ils nous ont dit, cet appel, c'était un cri du cœur de maires qui sont, j'allais dire, face à des situations qu'ils considèrent comme étant dégradées et de plus en plus dégradées. Et surtout, ce que ces maires nous ont dit, c'est que eux étaient très actifs, très positifs et qu'ils souhaitaient avoir quelques moyens pour accompagner la politique de rénovation urbaine dans leur commune, dans leur quartier, et l'accompagner non pas par des grues qui sont, comme Jean-Louis Borloo le dit souvent, les mains tendues à ces populations qui sont dans ces quartiers, mais en plus du bâtiment, en plus des travaux, en plus des rénovations, on a un criant besoin d'accompagnement de toutes ces populations-là, sur tous les niveaux. Je vois qu'on a quelqu'un qui s'occupe du sport, mais le sport, l'associatif, le culturel, l'éducationnel. On a besoin en permanence d'accompagner ces populations et ces accompagnements ont besoin de ressources et ont besoin de moyens. Voilà ce que sont venus nous dire les maires et ce collectif de maires, pas du tout dans une posture revendicative, etc., mais dans une posture constructive et d'avenir. Et nous avons essayé dans le projet de loi de finances pour 2021, eh bien de concrétiser ces demandes au moins sur certains postes. Notre réussite n'a pas été totale, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ces budgets, lorsque c'est revenu à l'Assemblée nationale, n'ont pas été pérennisés. Mais en revanche, je pense que à la fois le Premier ministre, mais aussi Nadia Hay ont compris qu'il fallait renouer le dialogue avec ces maires, renouer le dialogue avec ces associations et repartir sur une logique d'accompagnement des populations par du soutien financier dans ces quartiers. La pérennisation que vous souhaitiez et que souhaitait l'appel du 14 novembre, c'était que 1% du plan de relance soit consacré à ces quartiers, c'est ça ? En fait, sans vouloir faire de polémique, évidemment, politicienne ici, parce que c'est pas l'objet, c'était la promesse du président de la République au Murau. Donc le président de la République était venu au Murau exprimer son soutien à la fois, je vous le redis, sur la rénovation urbaine, mais aussi dans l'accompagnement des populations. Et ça ne s'est pas concrétisé dans le projet de loi de finances. Donc, je crois qu'on nous annonce qu'il va y avoir de nouveaux budgets déterminés. Ça veut dire qu'il y aura des projets de loi rectificatifs. Et c'est la promesse du président de la République. Donc, il y a eu beaucoup d'espoir autour de cette promesse. Donc, j'espère qu'elle sera concrétisée et très vite, parce qu'on en a besoin très vite, parce que la situation, je pense qu'on en parlera, est inquiétante.
Justement, Catherine Herreynou, je crois que dans l'appel des maires du 14 novembre, dont vous êtes une des initiatrices, on parle de non-assistance à quartier en danger. Est-ce que la situation sanitaire, qui évidemment perturbe la France, a été encore plus grave dans ces quartiers problématiques, pour dire un adjectif? Alors, c'est tout le problème de nos quartiers. Elle a été grave dès le départ. Elle est, à mes yeux, d'autant plus grave que malgré tous nos efforts, il y a moins de prise de conscience de la gravité sanitaire, puisqu'il y a une urgence sociale et économique. Comment vous dire? Je pense qu'on arrivera, par exemple, on est en train de travailler avec mes collègues d'à côté sur la mise en place d'un lieu de vaccination. On va arriver à convaincre petit à petit. Mais on a mis en place, par exemple, des zones pour faire des prélèvements. Nous n'avons pas le succès escompté sur notre population parce qu'elle est au cœur de ses préoccupations, qui est d'abord de manger. Ça a été une vraie difficulté. Je peux vous dire que les associations qui font de l'humanitaire actuellement sont absolument débordées. Le CCAS, nous lui avons donné 25% de plus en financement. Ça fait 2 fois qu'ils font des aides particulières à des familles, tellement les familles sont en difficulté. Il y a tout un travail avec les bailleurs pour essayer qu'il y ait le moindre problématique dans le paiement des loyers, parce que sinon les familles les problèmes se creusent. Il y a eu en plus les bailleurs qui eux-mêmes ont donné des victuailles. On en est là dans nos quartiers actuellement. La première urgence, elle est sociale, elle est quasiment humanitaire. On ne se rend pas compte à quel point, quand on a déjà, naturellement, avant qu'il se passe rien, 35% des habitants de la cité qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, on ne se rend pas compte combien ceux-là sont explosés, mais combien ceux qui vivaient sans trop demander d'aide sont devenus en grande difficulté. Et donc, là-dessus va se rajouter le problème sanitaire. On sait que il n'est pas toujours immédiat parce que on a vu nos plus âgés, je vais vous dire, j'ai eu des taux de décès très très importants dans les 2 premiers mois du premier confinement l'année dernière. Nous avons énormément de personnes âgées que nous suivons. Nous avons eu un certain nombre de malades, mais je pense que c'est pas à la hauteur de nos connaissances, justement parce que nos populations sont plus renfermées sur leurs besoins élémentaires, qui sont les besoins de se nourrir. Michel Bisson, France urbaine, le mouvement qui regroupe beaucoup de villes, de maires, dont vous êtes le vice-président, a la même analyse? Oui, tout à fait. Je crois qu'on la partage au sein de toutes les grandes métropoles et plus particulièrement au sein de l'agglomération que j'ai le plaisir d'animer. Nous constatons effectivement une montée évidemment de la pauvreté, une montée des fragilités, à la fois sur le plan sanitaire, Catherine l'a très bien dit, mais aussi sur le plan financier, sur le plan budgétaire comme sur le plan social. Pour vous donner un exemple, là où nous travaillons beaucoup, ce sont pour les populations des étudiants, qui sont profondément évidemment touchés, à la fois parce que distanciel pour tous les cours, parce que éloignement, parce que perte de sens évidemment par rapport à leur propre formation, et pour ceux qui sont en résidence étudiant, il y a un isolement qui nécessite un accompagnement que nous avons d'ores et déjà mis en place. Donc oui, les quartiers populaires souffrent plus, à la fois par rapport à leur logement, par rapport à leur type de métier, par rapport aussi à leur capacité, enfin par rapport à la manière dont ils intègrent les différents messages de prévention. Donc oui, il y a beaucoup plus de souffrance aujourd'hui et vraisemblablement à venir sur le plan psychologique dans nos quartiers populaires. Justement, on parlait, Arthur Dehaene, puisque vous occupez justement de ces jeunes. Je crois que le taux de chômage chez les jeunes, c'est 22% actuellement, enfin, ce qui est quand même assez effrayant. Alors, c'est 22% en France. En France. Mais ça n'est que 17% en Europe. Oui, donc ça prouve bien qu'il n'y a pas forcément de fatalité. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi, je suis saisi de voir que 15 ans après le lancement de l'ANRU, et alors que cette année, nous arrivons au terme de la première ANRU, du premier programme national de rénovation urbaine. C'est l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc c'est l'agence qui est effectivement chargée d'accompagner la politique de la ville du point de vue immobilier et du point de vue urbanistique. Moi, je crois qu'il faut renverser la logique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une agence nationale de rénovation urbaine. Il faut une agence nationale des gens. Il faut accompagner les personnes. Sophie Climat l'a très bien dit. Et aujourd'hui, effectivement, peut-être que les quartiers sont plus propres, peut-être qu'ils sont
embelli, peut-être que les tours sont moins hautes, mais les populations qui s'y trouvent sont toujours les plus défavorisées de France. Et donc si demain on veut aider les populations qui sont les plus en difficulté comme cela, il va falloir forcément qu'il y ait des efforts individuels qui soient faits, et pas forcément de nature fiscale. Il va falloir que des gens accompagnent individuellement vers l'emploi, accompagnent individuellement vers les études, mais bref, sortent de l'isolement des gens qui suffoquent dans leurs appartements où ils vivent parfois à plusieurs et dans des appartements qui sont beaucoup trop petits. Catherine Arenoux et Sophie Primas, d'ailleurs, c'était un des objets, je crois, de l'appel du 14 novembre, de modifier l'ANRU pour qu'ils ne s'occupent pas seulement, comme le dit Arthur Dehaene, des habitations, ce qui est important, hein, mais qu'ils s'occupent aussi des populations. Vas-y, Catherine. Alors, pas vraiment. Pas vraiment, sauf... Alors, ça peut être un véritable projet qui est du coup d'envergure et dans le long terme. Ce qu'on demandait déjà, c'est de donner les moyens à toutes les collectivités qui étaient en projet de rénovation urbaine, d'avoir ce qu'on appelle la clause de revoyure, puisque vous savez que les moyens étaient limités dès le départ pour l'agence de rénovation urbaine, et qu'il y a un certain nombre de grands projets, il y en a chez nous par exemple, Mantes-la-Jolie, il y avait un certain nombre de projets dont on savait qu'ils n'avaient pas été acceptés dans leur totalité, pas parce qu'on considérait qu'ils n'étaient pas bons, mais par manque de moyens. Donc ça c'était le principe de la revoyure. Nous, ce qu'on demandait en plus, alors, il a toujours été, depuis longtemps, séparé le social, actuellement c'est la NCT, le social de l'urbain. C'est pas bien en soi, mais si on change ça, c'est un travail à la fois de long terme et d'importance. Ce qu'il faut quand même, c'est ne pas oublier l'un au profit de l'autre. Il faudrait que cette politique de la ville marche sur ses deux jambes, et ces deux jambes, c'est l'accompagnement social, éducatif, sportif, culturel d'un côté, l'accompagnement urbain de l'autre. On ne peut pas réussir l'un sans l'autre. Tous ceux qui ont fait des plans de rénovation urbaine le savent très bien. On va parler du sport dans un instant avec Jean-Philippe Saint-Cy, parce que, comme vous le disiez, c'est très important dans certains quartiers. Mais justement, je reviens sur cette politique de la ville. Au fond, il y a eu Jean-Louis Borloo, dont vous avez fait partie de la commission Borloo, et je pense que beaucoup de ceux qui ont fait partie de cette commission ont été un peu choqués quand le président de la République a dit que 75% du rapport avait déjà été appliqué, ce qui ne semble pas être votre sentiment. Mais cette politique de la ville, au fond, depuis le temps qu'elle a lieu, est-ce que c'est pas quand même soldé par des échecs? Sophie Primas, puis Arthur Dehaene, peut-être sur ce sujet. On peut toujours regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Je pense dire que c'est un échec, c'est dire que si on n'avait pas fait cette politique, on en serait au même point. Moi, c'est pas du tout ma conviction. Je pense que si on a fait cette politique, grâce à cette politique, on a gardé des quartiers, j'allais dire, au-dessus du niveau de flottaison. Dire que les moyens d'accompagnement ont été suffisants au cours des années, je ne le crois pas. Dire qu'on a été assez vite dans la politique de rénovation urbaine, on voit bien que dans les 5-6 dernières années, la politique de rénovation urbaine, elle a quand même patiné. Parce que ce qui avait été un formidable élan sous Jean-Louis Borloo, avec des réalisations concrètes assez rapides, si tant est que la construction puisse être rapide, c'est quand même embourbé dans les dernières années, et on a eu du mal à faire accélérer la fin de cette première partie et à faire repartir le nouveau programme de rénovation urbaine. Alors il semblerait qu'aujourd'hui les choses commencent à se décanter, mais il y a quand même eu toute une période où on a un petit peu patiné, une période aussi où on a retiré des moyens, notamment aux collectivités territoriales et en particulier aux municipalités. Et je me rappelle de Catherine Arenoux lors d'une visite qu'on a faite à Chanteloup avec le président Larcher, qui nous disait « mais moi je suis au centime près, je suis obligée de baisser les subventions à mes associations d'accompagnement alors qu'on en a diablement raison ». Donc je pense qu'on stigmatise un petit peu l'action de rénovation urbaine et d'accompagnement urbain dans ces quartiers-là en disant finalement ça n'a pas si bien marché que ça. Moi je pense que si on avait donné les pleins feux, ça marche particulièrement bien, et on sait très bien que, comme le disait Catherine tout à l'heure, on a besoin à la fois de pierres, de grues dans ces quartiers-là qui sont le signe d'une rénovation urbaine et d'une attention à ces quartiers-là, mais on a surtout besoin d'accompagnement humain sur tous les points de vue. Michel Bisson, sur cette politique de la ville, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a d'excellents rapports qui sortent sur l'évaluation de la politique de la ville, et pour faire très court, qui disent la chose suivante: est-ce que la rénovation urbaine a fonctionné? La rénovation urbaine a fonctionné. Est-ce que les actions politiques de la ville ont fonctionné?
elles sont aujourd'hui impossibles à évaluer. Voilà. Donc je pense que ce que dit Sophie en disant que intuitivement on sent bien qu'elles ont apporté énormément de choses, mais la difficulté c'est effectivement d'être capable de les évaluer et de dire là où il faut faire un peu plus et là où il faudrait faire un peu moins. Ce que je crois profondément, c'est le virage que l'on a engagé sur Grand Paris Sud. Je crois qu'il faut sortir de la dimension politique de la ville pour aller vers quelque chose que l'on pourrait appeler l'inclusion républicaine. Pour une raison simple, il faut que l'on joue collectif et qu'on arrête d'opposer des quartiers populaires avec d'autres quartiers plus aisés, des quartiers ruraux avec des quartiers de centralité, des quartiers de grande couronne avec des quartiers de petite couronne. Tout ça, il nous faut faire république, pour le dire autrement. Je pense aussi que il nous faut donc par là même réinventer un récit, contribuer à réinventer ce récit national collectif autour de la République. Il nous faut en deux intégrer la transition écologique dans les différentes actions que nous menons en direction de nos quartiers populaires. Cette transition, elle doit être sociale. Si elle n'est pas sociale et écologique, elle sera antidémocratique. Et c'est d'abord, évidemment, nos populations les plus fragiles qui doivent en bénéficier. Et enfin, il nous faut intégrer une démarche qui soit beaucoup plus empreinte de porosité, parce que ce que l'on considère et ce que l'on voit aujourd'hui à travers des chiffres très précis, c'est que, par exemple, sur mon territoire, 50% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté sont hors quartier prioritaire. Ce qui veut dire que le sujet, il est évidemment bien plus large que celui, comment dirais-je, se positionnant uniquement sur les quartiers prioritaires. Et donc, quels en seraient les leviers? Je pense que il nous faut travailler sur la méthode. Et la méthode, c'est ce que, alors, France Urbaine dit à plusieurs reprises, mais ville et banlieue tout autant, c'est qu'il faut redonner de la place aux territoires. Et ce sont aux territoires de piloter l'ensemble de ces dispositifs-là, leur donner en gros la fonction d'autorité organisatrice des politiques publiques de cohésion sociale, de manière à être en capacité de faire beaucoup plus du sur-mesure. Et puis il y a ensuite, je crois, deux types de problématiques, des problématiques de nature, je dirais, extrêmement importantes, qui doivent être impérativement, donc ce sont des territoires en grande fragilité parce qu'il y a des populations en grande pauvreté. Donc je cite un exemple, et je le cite sur mon territoire, des villes comme Grigny, par exemple, et elles nécessitent d'avoir un pilotage porté par l'État, avec des opérations d'intérêt national ou ce qu'on appelle des orcodiennes pour les opérations de copropriété dégradée. Et ces quartiers-là sont des quartiers qui sont, quand on dit la rénovation urbaine, n'a pas porté ses fruits. Moi, je partage pas. Je pense qu'il faut avoir conscience que ces quartiers sont des quartiers gares, c'est-à-dire ce sont des quartiers qui accueillent des populations qui sont souvent des populations très modestes, souvent des populations étrangères, et que la mission de ces quartiers, en tous les cas, peut-être évolueront-ils d'ici 20, 30, 40 ans, j'en sais rien, mais enfin, en tous les cas, sur les 5-10 ans qui viennent, ce sont les quartiers d'accueil de nos populations, entre guillemets, les plus modestes. Il y a donc une mission nationale qui leur revient. Et la rénovation urbaine, elle est très importante pour faire en sorte que des habitants qui habitent aient envie d'y rester. Parce que la difficulté, et pourquoi ces quartiers-là restent toujours des quartiers pauvres, c'est que dès que les populations vont un peu mieux, évidemment, elles suivent un parcours et elles sortent de ces quartiers-là. Bon, très bien. Donc, et ça, après tout, pourquoi pas? Mais il faut qu'on soit en capacité de faire en sorte qu'il y ait des habitants qui aient envie de rester. Et pour qu'ils aient envie de rester, il faut effectivement qu'il y ait de la rénovation de manière à ce qu'il y ait plus de qualité de vie dans ces quartiers-là. Justement, ce maillage entre les territoires et l'État, dont on parle beaucoup, c'est un des grands sujets d'aujourd'hui, pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça devrait l'être, Arthur Dehaene ? En fait, disons que c'est pas que ça fonctionne pas. Je pense que simplement on s'est peut-être trompé un peu d'objectif. C'est-à-dire que, trompé. Disons que à l'origine, la rénovation urbaine a été construite pour attirer des populations nouvelles. On s'est dit, on va reprendre un peu la maxime de Haussmann, aérer, unifier, embellir, et ça va changer les populations et créer de la mixité. De ce point de vue-là, ça a été dit par la Cour des comptes il y a quelques semaines, ça n'a pas marché. Mais
à un moment donné, il faut aussi considérer que les gens qui habitent là-dedans sont des êtres humains et que embellir les lieux où ils habitent, rendre propres, dignes, occupables, habitables des lieux qui sont insalubres, en soi, c'est une réussite. Ça a de la valeur de faire sentir aux gens que oui, on s'occupe d'eux et que oui, ils ont droit eux aussi d'habiter dans des endroits qui sont plus beaux qu'avant. Parce que effectivement, quand on habite dans un endroit qui est enlaidi, pour l'estime de soi, c'est calamiteux, si vous voulez. Voilà, c'est plus agréable de vivre dans un hôtel particulier, chacun l'imagine bien, que dans une tour de 30 étages. Et la rénovation urbaine, c'était une façon de redonner de la dignité en embellissant le bâti. Donc ça, pour moi, c'est une réussite. Maintenant, là où je pense que le rapport Borloo a eu une faille, c'est que c'était encore un plan à 50 milliards. Et que la politique de la ville aujourd'hui, bon an mal an, c'est à peu près une dizaine de milliards, pas toujours placé là où il faut, c'est certain, mais on peut, enfin, si vous voulez, on peut pas arriver et dire simplement qu'on va doubler le coût de la politique de la ville par an, parce que en fait, ça donne le bâton pour se faire battre à ce moment-là. C'est pour ça que je crois que vraiment, ce qu'on doit pouvoir réussir à faire, c'est d'imaginer une sorte d'agence nationale d'égalité des chances entre les territoires. Partout sur le territoire, ça a été très bien dit tout à l'heure, il faut arrêter de segmenter banlieue, ruralité, parce qu'en fait, l'archipel français est déjà dans ces distinctions. Et donc, avec cette agence-là, je pense qu'il va falloir mobiliser toutes les forces qui existent, les entreprises, les grands groupes, les start-up, des élèves de grandes écoles, pour accompagner, les 100 000 jeunes qui posent problème aujourd'hui en France. Parce que, dans le fond, dans les 150 quartiers qui sont vraiment les plus durs, les plus en rupture, il y a à peu près 100 000 jeunes pour la République qui sont vraiment en situation de décrochage scolaire et même de décrochage personnel. Et pardon d'être aussi cru, mais c'est forcément dans ces 100 000 jeunes, si vous voulez, que se recrutent ensuite les jeunes qui s'islamiseront davantage et qui se mettront vraiment en lutte contre la France et contre la République. Sophie Primas, ce que dit Arthur Dehaene, au fond, l'un des défauts qu'on pouvait trouver au plan Borloo, c'est qu'il coûtait cher. Et Catherine Arenou aussi, hein, là-dessus. C'est votre sentiment ou moi, je voudrais qu'on mette en regard de ce que coûte pour la société le fait de laisser tomber une partie des habitants de nos villes. On ne fait jamais ce ratio-là. On ne fait jamais ce ratio-là et pourtant il est terrible parce qu'on emmène dans la pauvreté et on laisse dans la pauvreté et dans la détresse et dans la perméabilité. Ça vient d'être dit à certaines thèses qui sont anti-républicaines. On laisse une partie de la population de côté. Et je crois, alors je ne sais pas s'il faut 50 milliards, s'il en faut 40, il en faut 30, mais en tout cas, il faut mettre des moyens au service de ces populations-là pour les réintégrer. Moi, je voudrais juste dire que je partage totalement le point de vue de Michel Bisson lorsqu'il parle du cloisonnement de nos politiques publiques qui amène à un cloisonnement de la population. Je pense que depuis très longtemps, depuis peut-être 40 ou 50 ans maintenant, on fait des politiques publiques en tuyaux pour des populations, pour des quartiers, pour des lieux. Et en fait, on ne s'intéresse pas aux gens. Et je pense que ces politiques publiques en tuyaux, elles ont mené à cet archipel de la population qui se retrouve non plus côte à côte aujourd'hui, mais comme le disait à l'époque le ministre de l'Intérieur partant, face à face. Et je crois qu'effectivement, il faut repenser la politique d'aménagement du territoire de façon décentralisée, mais en ayant une vision beaucoup plus holistique. Alors oui, il faut remettre de l'argent dans ces quartiers-là. Oui, il faut continuer la politique de rénovation urbaine parce que ce sont des signaux de considération vis-à-vis de ces populations qui sont importants. Oui, il faut mettre des moyens. Alors, je ne sais pas si c'est 50 milliards, mais en tout cas, il faut mettre plus de moyens qu'aujourd'hui, non pas sur une politique publique ciblée sur des quartiers, mais sur une politique publique qui soit ciblée sur des populations qui en ont besoin, quel que soit l'endroit où elles habitent. On oppose trop souvent les pauvres de la ville aux pauvres de la ruralité, les jeunes qui ne trouvent pas de travail dans les quartiers et ceux qui ne trouvent pas de travail pour d'autres raisons dans les campagnes ou dans les zones périurbaines. Donc vraiment, je crois qu'il est temps de changer de façon de regarder la France et de regarder les Français et non pas les bouts de France, parce que ça mène à une archipélisation de la population qui est, me semble-t-il, assez dangereuse. Catherine Arenou, je me suis trompé en effet tout à l'heure quand je disais que c'était l'appel du 14 novembre qui demandait qu'il y ait une rénovation à la fois des bâtiments mais aussi des habitants. C'est un rapport, de l'Institut Montaigne. Et dans ce rapport,
on considère comme un atout justement le fait que les populations ne restent pas très longtemps dans les quartiers aidés par la politique de la ville pour aller vite et se transfèrent dans d'autres quartiers dès qu'ils le peuvent. Ils disent au fond que cette mobilité est plutôt un atout. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il vaudrait mieux avoir des quartiers dans lesquels les gens peuvent rester parce qu'ils les trouvent beaux, comme disait Arthur Dehaene, ou que cette mobilité est finalement un atout? C'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est qu'ils soient libres. C'est qu'ils soient libres comme l'ensemble des habitants de France. C'est-à-dire que quand on habite dans un quartier populaire, on doit avoir la possibilité d'en sortir ou d'y rester, selon son propre choix. Or, actuellement, et je vais ouvrir sur 2 sujets. Le premier sujet, c'est comment on évalue la politique de la ville. On n'arrête pas de l'évaluer par rapport à un territoire, alors qu'il faut l'évaluer par rapport à des habitants. C'est comment, en ayant accompagné telle famille qui était en difficulté, qui sort des difficultés pour aller vers ici ou vers ailleurs, comment ces politiques-là ont-elles contribué à une réussite donc individuelle, familiale, et non pas une réussite de territoire. Pourquoi? Parce que, entre autres, on vous l'a dit, quand les gens commencent à aller bien, ils ont du coup, ça leur crée un peu de liberté, ça leur crée la possibilité de partir des territoires. Et ils sont remplacés par des plus précaires encore. C'est la vraie problématique de nos territoires depuis 40 ans maintenant. C'est pas qu'il y a des gens plus pauvres ou moins pauvres, c'est qu'ils sont plus nombreux et plus pauvres dans nos quartiers. Et quand ils vont mieux, ils sont remplacés par toujours des gens plus précaires. Vous n'avez qu'à regarder tous les portraits de quartier qui sont faits depuis 3-4 ans, là, dans nos derniers trucs politiques de la ville, contrat politique de la ville, on voit qu'en fait, tous ces quartiers, c'est plus les mêmes qui y habitent. Ils sont moins nombreux dans chaque quartier, mais la moyenne est plus pauvre. Donc, ça veut bien dire une chose, c'est qu'on continue, en fait, à être le sas de solidarité de nos populations. Et je voudrais qu'on pense à un truc et qui est une évidence pour nos quartiers. Quand dans des villes, vous avez 40 à 45% de logements sociaux, en plus des logements sociaux concentrés, ce sont des lieux sur lesquels les gens n'ont pas choisi de venir, surtout en Île-de-France. On leur a attribué ces logements, ils sont trop contents de le saisir, qu'ils soient du secteur, qu'ils aient de la famille, qu'ils aient un travail dans le coin, peu importe. L'essentiel, c'est de mettre un toit sur la tête de ces enfants. Et donc, pratiquement tous les habitants de nos logements sociaux, même si ça devient de moins en moins vrai là où il y a eu une belle rénovation urbaine, mais la plupart des habitants de nos logements sociaux ne sont pas des gens libres de venir, et ils ne sont pas non plus des gens libres de partir. Et ça changera tout quand on aura réussi à leur donner une telle autonomie par les moyens de la politique de la ville, qu'ils puissent rester, qu'ils puissent contribuer à faire la réussite de nos quartiers. Il y a une chose qui est assez intéressante. Michel Bisson, vous êtes membre du Parti socialiste. Sophie Primas est membre de LR. Et au fond, vous avez les mêmes analyses sur ces questions. Alors, quand on se dit que, voilà, c'est pas une question de partisans politiques, on se demande comment on n'arrive pas à trouver quand même tous ensemble des solutions plus concrètes pour justement pour ces territoires et pour la politique de la ville. Alors que vous êtes d'accord sur les constats. Pardon, est-ce que c'est à moi que vous avez posé la question? À Michel Bisson et à vous. Allez-y, parce que moi, j'ai pas entendu, il y a eu un problème de son, j'ai pas entendu votre question. Voilà, pardon. Je disais, Sophie Primas, ce qui est intéressant, c'est que sur les constats, Michel Bisson, qui est du PS, vous qui êtes LR, vous êtes d'accord. Donc, on se dit que s'il y a un accord politique et que ce sont des problèmes qui dépassent en effet les querelles partisanes, comment on n'arrive pas à avoir une politique sur laquelle tout le monde se mette autour d'une table et soit d'accord, puisque vous avez les mêmes constats? C'est une vraie question. C'est une vraie bonne question. C'est une vraie bonne question parce qu'en effet, sur ce sujet, il y a des accords transpartisans qui sont pas très nouveaux en réalité. On a beaucoup de maires et voilà le mouvement qui est porté par Catherine, par d'autres également. Il est bien connu. Il réunit des maires de communes avec des étiquettes politiques extrêmement variées qui vont du parti communiste à la droite. On n'arrive pas à avancer probablement pour des questions de cloisonnement trop important. Sophie Primas, je crois qu'on a perdu votre son. Michel Bisson, vous êtes d'accord avec ce que disait Sophie? J'imagine surtout la partie qu'on entendait moins bien, mais je pense que
il y a plusieurs dimensions maintenant qui permettent d'analyser des positionnements politiques. La gauche, la droite en est un. L'écologie punitive ou l'écologie plus, comment dirais-je, inciter en est une autre. L'Europe ou pas l'Europe, en voilà une troisième. Et puis la dimension territoriale est évidemment quelque chose qui nous rapproche, parce que les difficultés qu'on rencontre dans une commune, quelle que soit la couleur politique du maire, sont des difficultés qui sont de même nature. Donc on se rejoint assez rapidement sur les constats et donc sur les solutions. On l'a bien vu sur l'appel du 14 novembre. Voilà, beaucoup d'élus de toutes couleurs politiques l'ont porté. Et puis pour ce qui concerne France urbaine, il y a évidemment des élus de toute coloration politique, de toute sensibilité politique, et qui portent le fait de contractualiser à l'échelle des territoires pour régler ces sujets-là. Ce que je crois, c'est que la question, elle est encore une fois une question méthodologique et une question de meilleure définition de la chaîne de l'action publique en France, qui aujourd'hui ne fonctionne plus, ou en tous les cas ne fonctionne pas bien. On le voit sur cette crise sanitaire, avec évidemment toutes les incertitudes qui pèsent sur à la fois le virus et la manière évidemment de trouver solution. Mais le fait de ne pas avoir une approche globale qui intègre l'ensemble des dimensions, l'ensemble des parties prenantes, par exemple tout simplement intégrer des élus, non pas pour décider, mais pour préparer la décision. Si un élu avait été intégré dans la préparation de décision le jour où on avait dit qu'il fallait fermer les commerces de proximité, on aurait levé la main immédiatement en disant mais fermer les commerces de proximité si on laisse les grandes surfaces, ça va créer un petit problème. Et donc cela aurait été anticipé. Bref, il y a besoin d'une autre manière de construire la décision en France. Pour ce qui concerne l'État, et je pense qu'il faut que l'État arrête de penser la politique de la ville. Elle doit être d'inclusion républicaine et préalablement d'inspiration territoriale. Nous avons eu durant les 30 Glorieuses un État qui était un État dirigeant, et ça a fonctionné. On a eu dans les années 90 un État stratège qui s'est construit sur le mode des entreprises privées. Je ne sais pas si ça a fonctionné, en tout cas ça a eu quelques vertus, et aujourd'hui on est toujours sur ce mode-là, et ce mode-là est aujourd'hui totalement dépassé. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un État qui soit un État accompagnant, avec une certaine verticalité, pour assurer, sur les sujets dont on parle, la cohésion sociale. Donc laissons aux territoires, par rapport à leurs propres indicateurs de fragilité, définir les politiques publiques, qu'elles soient de rénovation urbaine, éducative, emploi, sport, culture, de manière à fixer ses propres priorités et d'être accompagné, évidemment, par l'État, mais par l'État droit commun, là où il y a nécessité. Donc s'il y a sur le plan éducatif des fragilités qui sont notées sur un certain nombre ou positionnées sur un certain nombre de groupes scolaires, eh bien là oui, il faut certainement doubler les enseignants, comme ça se fait sur un certain nombre de classes. Mais ayons une approche territoriale qui permet justement qui permet cette porosité entre des quartiers et qui permet de n'exclure personne, de ne pas pointer du doigt les quartiers prioritaires et de ne pas pointer ceux qui ne seraient pas prioritaires et qui donc surtout n'ont pas envie d'aller dans des quartiers prioritaires. Bref, ayons une démarche qui soit, comme vous dirais-je, beaucoup plus républicaine. Jean-Philippe Assanzi, pardon, je crois que vous nous entendez, on ne vous voit pas, mais vous nous entendez, hein? Oui, c'est ça. Pardon, alors... Justement, parlons de cette agence pour l'éducation par le sport. On va parler, justement, ouvrir le volet de la jeunesse, qui est un volet important. Revenons, donc, en quoi le sport est-il un facteur d'insertion? Pourquoi vous avez eu l'idée de fonder cette fondation? Écoutez, si vous entendez les maires, tous vous diront que le sport, c'est à la fois les plus grandes associations qui mobilisent le plus de jeunes et qu'elles sont implantées dans l'ensemble des quartiers français, et que le sport joue un rôle beaucoup plus important que l'aspect compétitif. C'est un acteur d'inclusion, c'est un acteur de lien social, c'est un acteur de mixité sociale, où finalement l'apprentissage qu'on donne dans un club de sport, globalement, c'est de savoir travailler collectivement, de savoir se fixer des objectifs. Voilà, un tas de valeurs qui, hélas, ne sont pas assez reconnues
ne sont pas assez reconnus aujourd'hui en France. Donc nous, on a eu cette idée de se dire, fort du potentiel que l'on a eu ces 20 dernières années, de repérer des associations à ces modèles, de dire voilà comment faire le lien finalement avec l'entreprise. Parce que, vous savez, on a 2 millions de jeunes au chômage. Vous m'entendez ? Ce que vous faites, vous, c'est le lien entre le sport et l'entreprise aussi. Exactement. C'est-à-dire que on a 2 millions de jeunes au chômage sans diplôme en France, ce qui est quand même très alarmant. Le monsieur de Sciences Po disait il faut privilégier, il faut recentrer l'action sur 100 000 jeunes. Le sport est en capacité justement de faire ce lien entre le sport et l'entreprise. Et en fait, le métier qu'on a créé, coach d'insertion par le sport, qu'on met en place chez Madame Arenou et à Roubaix, à Marseille, dans d'autres villes françaises, c'est de dire c'est un métier d'insertion professionnelle où on va chercher les jeunes des clubs et où on leur propose un parcours qui peut faire le lien avec les entreprises. Par exemple, avec le Crédit Agricole, on a permis à 300 jeunes d'intégrer l'entreprise en faisant ce lien, en préparant ces jeunes qui ont des valeurs, qui sont motivés à rentrer dans l'entreprise, et ça fonctionne. Maintenant, il faudrait essayer de le développer un peu partout dans ces quartiers difficiles. Et est-ce que la situation actuelle, alors avec justement la fermeture des clubs sportifs, vous la jugez justement difficile, pour ne pas dire dramatique ? Bah évidemment, je veux dire, elle est dramatique parce que on va dans un club de sport pour voir prioritairement ses amis. On va dans un club de sport pour fraterniser. On va pas simplement dans un club de sport pour faire de la compétition. Ce sont des lieux de vie, des lieux de joie. Donc, on pense qu'il faut reconsidérer la fermeture de ces lieux parce que les dégâts en termes de liens sociaux sont immenses. Donc, effectivement, que la fermeture des lieux sportifs dans nos quartiers, mais même ailleurs, est un vrai drame, quoi. Arthur Dehaene, le monsieur de Sciences Po, justement, l'équipé qui aide des jeunes à accéder, des jeunes de quartiers défavorisés à accéder notamment à l'enseignement supérieur, mais aussi à l'apprentissage. Est-ce que vous pensez que la jeunesse, au fond, est la vraie victime de la situation actuelle et peut-être de ces politiques un peu erratiques qui ont été menées de la ville, enfin, notamment. Victime, c'est peut-être un terme un peu fort. Ce que je constate, comme vous, c'est qu'il y a un consensus autour du plateau sur l'idée qu'il faut aider les habitants plutôt que les bâtiments. En tout cas, pas que les bâtiments. Parce que dans le fond, et c'était ça aussi l'intuition de l'équipé, c'est qu'il y a aujourd'hui 3 jeunesses en France qui ne se parlent plus. Il y a la jeunesse des grandes villes, des beaux quartiers, qui vit sa vie, qui a ses lieux de sociabilité propres. La jeunesse des quartiers, qui a aussi ses lieux de sociabilité, ses moments à elle, sa vie à elle. Et la jeunesse des zones rurales, et elles vivent aujourd'hui dans des solitudes conjointes. De 1880 à 1980, on a eu un modèle. On a eu bien sûr des événements tragiques du XXe siècle, mais on a eu un modèle qui a tenu bon autant que possible, qui est la République. Et qui mélangeait tous ces jeunes autour de creusets républicains. Jean-Philippe Assensi, lui, par l'insertion, par le sport, dans le fond, c'était l'un des creusets républicains. De toute façon, ouais. Absolument, c'était le creuset des loisirs. Alors, il y avait le sport, il y avait les colonies de vacances, l'éducation populaire, ça, c'en était un. L'école, les usines, et puis le service militaire. Je crois, pour aller vraiment à l'essentiel et pour essayer de se donner collectivement une vision qui pourrait être, elle, d'une France unie à partir de 2022, c'est de rebâtir ces 4 creusets républicains. Et c'est ça la grande politique, dans le fond, qui n'est pas seulement une politique de la ville, mais qui est une politique de la nation. Catherine Arenou, justement, le problème de la jeunesse dans une ville comme Chanteloup, c'est un problème, ou dans Activity, puisque c'est l'association d'insertion des jeunes. C'est un problème essentiel pour vous, à vos yeux ? Ah bah oui, la jeunesse, par nature, c'est celle ce sont les adultes de demain. Pour revenir sur tout à l'heure, on a parlé du sport. On ne se rend pas bien compte encore, mais on commence à avoir les premiers retours de nos toutes petites associations sportives. Vous savez, traditionnellement, dans nos quartiers, il y a le foot, la boxe qui marche assez bien, parce que là, il y a beaucoup d'adhérents. Et puis après, on a, depuis 10 ou 20 ans, tous contribué à faire venir tous les autres sports. Les sports qui étaient censés être les moins attractifs pour nos populations, qui le sont devenus, mais ça reste des toutes petites associations sportives.
elles vivent avec très peu de sous. Le gros financeur, c'est toujours la ville, avec les adhésions. Elles ont pratiquement, chez moi, elles ont perdu, il y a 37,5% d'adhésion en moins en septembre 2020 par rapport au septembre 2019. Et ceux qui sont restés commencent à demander le remboursement de leur licence. Ça veut dire qu'en fait, ces associations-là qu'on est en train de voir là, au moment où on fait le budget, elles sont toutes en train de nous dire oh, on lâche l'affaire, quoi, on arrête. C'est trop compliqué, financièrement c'est trop compliqué, le président ne veut plus prendre ça sur ses épaules. Donc en fait, j'ai l'impression, et ça n'est pas rien, j'ai l'impression que dans certains territoires comme les nôtres, du coup, avec la grande fragilité, et puis le fait que nos gamins, quand ils sont pas dans du sport et qu'ils vivent pas comme ça de la mixité aussi, parce que du coup ils se mélangent avec d'autres villes et tout, tout bêtement ils sont désespérés un peu chez eux, donc ils sont de nouveau un peu plus dans la rue. J'ai l'impression qu'on fait pratiquement 10 à 15 ans en arrière. À l'époque, on avait essayé de réintroduire tout un tas de sports différents pour donner à nos jeunes les mêmes chances qu'ailleurs. Chances qu'on essaye de leur donner dans la culture, mais qu'on essaye de leur donner par justement ces mélanges ou ces envies de faire des sports différents. Et puis parce que ça développe aussi, et là Jean-Philippe l'a dit, ça développe aussi tout un tas de compétences que le jeune a en lui naturellement, mais qu'il n'arrive pas à trouver tout seul. Donc ça veut dire que dans nos quartiers, cette situation sanitaire qui entraîne la fermeture des clubs sportifs et des clubs sportifs entre autres vers les plus jeunes, alors qu'on n'est pas dans la notion de compétition sportive et de réussite avec des médailles, ça va être, je pense, un peu plus grave qu'ailleurs. Et pratiquement il y a une année scolaire, donc une année sportive de passé. Nous, notre idée, c'est de dire comment on va pouvoir atteindre septembre 2021, atteindre ces fameux JO qui vont être développés en Ile-de-France, et comment les gamins de nos quartiers ne vont pas encore regarder, par exemple, le sport au niveau olympique, leur passer devant les yeux sans qu'ils y participent. Jean-Philippe Assensi, quand il y a eu le discours des Mureaux du président Emmanuel Macron, évidemment, il y a le sport qui est générateur de valeur, qui est générateur d'insertion dans l'entreprise, c'est ce que vous faites avec l'Agence pour l'éducation par le sport, mais on a aussi parlé de certains clubs où se produisaient des radicalisations. Est-ce que c'est un phénomène important à votre sens, et comment lutter contre ce phénomène ? Peut-être qu'il n'est plus là, Jean-Philippe Assensi. Alors, je vais te poser la question à Catherine Arenou. Alors, je vous pose la même question. J'avais coupé mon micro. Voilà. On n'a pas de chiffres très précis sur le sujet. Il faut prendre en considération ce problème-là. Les clubs de sport font partie de la panoplie du prosélytisme religieux, si je puis dire, parce que évidemment, les clubs de sport, c'est d'une capacité gigantesque. Vous allez à Trappes, le club de football, c'est 1500 adhérents. Donc ça veut dire que le potentiel de captation des jeunes par le sport est gigantesque. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de mieux accompagner. Catherine le disait, il y a un déficit d'accompagnement de ces clubs qui est phénoménal, à la fois en termes d'éducateurs, mais aussi d'ingénierie pour monter les projets. Parfois, le gouvernement nous dit il faut mieux utiliser les fonds européens, il faut mieux utiliser les fonds sur l'investissement des compétences, mais ces dossiers sont extrêmement lourds. Et vous savez, les clubs de sport sont surtout dans une culture du projet, de l'action. Un club de sport, ça vit tout le temps, ça a des entraînements, et on est beaucoup moins sur le montage des dossiers. Et c'est là où il faut vraiment accompagner dans les villes. Il faut des nouveaux métiers. Il faut structurer le champ sportif. Il faut des nouveaux métiers sur l'accompagnement et le développement des projets, parce que il y a ce potentiel énorme, et ce risque que vous pointez, il est réel. Il est réel. Il faut mieux le mesurer, mais évidemment que malheureusement, ce sont des proies, si je puis dire, très importantes pour des gens malveillants, parce que les clubs de sport, ça a un succès énorme, et pas simplement les clubs de foot. Aujourd'hui, dans les quartiers, vous avez des pratiques urbaines qui font un travail extraordinaire, où là aussi, on permet à des centaines de jeunes d'être accompagnés. Exemple à Roubaix, l'initiative développée par Parcours. Vous savez, c'est l'art du déplacement, où il y a un vrai travail avec les jeunes. Donc voilà, il y a un potentiel énorme, mais aujourd'hui, il faut le structurer. Et je terminerai en disant les élus locaux sont montés au créneau dernièrement pour dire voilà,
un des angles morts du plan de relance, c'était les clubs amateurs. Il faut faire quelque chose d'urgence pour ces clubs qui sont à deux doigts d'arrêter l'activité. Ça serait dramatique pour un certain nombre de collectivités qui s'appuient sur ces clubs pour accompagner cette jeunesse. Arthur Dehaene, justement, est-ce que alors c'est plutôt vers l'éducation que vous occupez des jeunes, on sait qu'il y a la crise là, actuellement dans les universités, la crise des étudiants. Évidemment, la période n'est pas très difficile, mais est-ce qu'il y a quand même des espoirs Oui, alors je vais juste compléter sur ce que disait Jean-Philippe Asensi, parce que, en fait, si vous voulez, vraiment pour lutter contre la radicalisation, le discours sécuritaire et tout son arsenal, ne peut pas suffire. Il y a un besoin de tous ces jeunes des quartiers de voir autre chose que leur quartier. Parce que si les seuls à s'occuper d'eux sont les frères musulmans ou des salafistes du quartier, dans ce cas-là, qui sont très organisés et qui sont intellectuellement bien plus structurés qu'on veut bien le croire. Et donc un besoin de voir autre chose et un besoin de reconnaissance. Sur le besoin de voir autre chose, il y a une histoire qu'on a vécue avec l'équipée qui est à mon avis un des espoirs que vous évoquiez. On a eu à s'occuper d'une fille voilée, pas voile intégral bien sûr, mais qui refusait de serrer la main de son mentor, donc du jeune qui l'accompagnait, qui refusait qu'il lui paye même le café lorsqu'on avait le droit de prendre du café à l'époque. Et à la fin, si vous voulez, à force d'être en confiance, à force de s'ouvrir, à force de changer d'environnement, à force d'aller à la fac d'anglais à Nanterre où elle a pu aller, etc., enfin de changer complètement, à la fin elle a fini par enlever le voile. Voilà. Et je dis pas que c'est le grand objectif donc on doit se donner de dévoiler toutes les femmes de France, c'est pas ce que je veux dire, mais vous voyez, ça marche mieux. Ça marche comme ça, voilà. Ouais. Si on tend la main, l'exemple marche, la fréquentation d'autres, l'ouverture à d'autres, tendre la main, mettre en confiance et faire comprendre que oui, on est les bienvenus, parce que c'est le sujet de la reconnaissance, c'est-à-dire que à défaut de voir autre chose, on veut être reconnu et donc on se sert du voile comme une façon de se montrer et de dire j'existe. Et de ce point de vue-là, il s'agit pas de battre sa coulpe ou de déboulonner des statues. Il y a tout de même quelques événements historiques dans l'histoire de France qui restent comme des frustrations historiques dans l'identité des jeunes des quartiers. Par exemple, vous voyez, au moment de la libération de la France en 44-45, quand les troupes françaises défilent sur les Champs-Élysées et qu'effectivement ordre avait été donné que les tirailleurs sénégalais ne défilent pas, que les tabors marocains qui avaient joué un rôle décisif dans la bataille de Monte Cassino en Corse ne décident pas. Et c'est pour ça que vous avez parfois des jeunes qui vous disent « mais moi, mon grand-père, il était dans les tirailleurs, mon grand-père, il était dans les tabors marocains », et plutôt que d'en faire un motif de fierté, ils vous en font un motif de reproche. Parce que c'est encore ça. Et donc, je crois que. Exactement. Donc, je crois qu'au lieu de déboulonner, il va falloir reboulonner, c'est-à-dire montrer ce que tous les gens qui ont des origines africaines ou maghrébines, tout ce que leurs ancêtres ont fait. Voilà, ont fait pour la France et en faire, justement, faire de leur place ici un motif de fierté nationale. Justement, il y a quand même un petit peu d'espoir. Michel Bisson, France Urbaine, justement, insiste sur la nécessité d'aider les jeunes, de dire que voilà, c'est là que ça se joue. Oui, tout à fait. On considère, je pense qu'il faut qu'on considère que la jeunesse est une richesse. Elle a ses excès, évidemment, y compris qui peuvent être très graves. Donc cela, il faut évidemment les réguler. Mais quel est le département en France où il y a le plus de création et de plus de création d'entreprises? C'est la Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc c'est à la fois les départements qui ont le plus de fragilité, qui ont aussi le plus de capacité d'innovation et qui comportent énormément de jeunes. Donc il y a, je dirais, énormément de capacité à faire, de capacité d'imagination dans ces quartiers-là. Moi, les plus belles innovations sur notre territoire que j'ai vues émanent de Grigny, c'est-à-dire là où il y a peut-être les plus grosses difficultés, il y a aussi la plus grosse capacité à imaginer des solutions. Et le rôle qui est le nôtre, c'est évidemment d'embarquer nos jeunes sur le chemin de l'enthousiasme et pas sur le chemin de l'inquiétude. Il y a 1000 raisons pour être inquiet. Le Covid en est un et frappe évidemment immanquablement les jeunes plus que d'autres. Il y a évidemment ce réchauffement climatique et les jeunes sont nés avec cela en tâche de fond et c'est évidemment profondément inquiétant. Mais le rôle qui est le nôtre
Et le rôle de nos politiques publiques, c'est de les mettre sur le chemin de l'enthousiasme, parce que eux, avec la lecture qu'ils ont du monde, ils ne sont pas imprégnés de notre récit du progrès permanent. Voilà, moi, à mon âge, il y a un récit qui m'a conduit là où je suis, avec un progrès permanent, mais dans un monde où les ressources sont finies, c'est évidemment juste impossible. Et il nous faut trouver des solutions. Mais on a bien du mal à les trouver parce que il nous faudrait sortir, je dirais, de notre confort. Et ça, c'est quand même pas le plus évident, même si on est tous convaincus les uns les autres qu'il nous faut faire des gestes. Mais les jeunes, eux, je pense, ont évidemment un autre regard, parce que quand on a vécu réchauffement climatique depuis tout petit, plus crise Covid, je pense qu'on a toutes les capacités pour innover, comme on l'appelle, le monde d'après. Mais notre responsabilité à nous, c'est certainement de porter des politiques publiques, mais c'est de les amener sur ce chemin de l'enthousiasme et pas le chemin de l'inquiétude. Donc il faut pas les éclater, il faut pas les séparer, il faut vraiment faire communauté et faire république, quoi. Je suis vraiment désolé, je suis obligé de vous laisser. Mais je vous remercie, et je vous remercie infiniment. De toute façon, l'émission va pas tarder à se terminer. Merci infiniment, Michel Bisson. Et je remercie aussi Sophie Primas, qui a été obligée de nous quitter aussi en cours de route. Catherine Hérénou, justement, Michel Bisson parlait de Grigny, c'était l'une des premières cités éducatives. Il y avoir une cité éducative à Chanteloup-les-Vignes. Là aussi, c'est une forme aussi d'espoir. Parce qu'il n'y a pas, voilà, la situation est difficile, elle est lourde, elle est noire, mais il y a quand même des petits rayons d'espoir. Ah oui, alors ce que disait Michel Bisson est très important, hein. Si nous, adultes, on n'arrive pas à avoir un peu d'enthousiasme pour dire à nos jeunes qu'il y a un espoir et qu'il y a un chemin et qu'ils auront chacun leur propre chemin, je pense que notre société va effectivement être désespérée et désespérante. La cité éducative, c'est ça, c'est aussi un terrible espoir, et c'est en plus un espoir pour le maire que je suis, mais pas seulement, que ça commence à prendre, hein, puisqu'on a quelques mois, voire quelques années derrière nous maintenant. C'est une nouvelle façon de travailler ensemble et d'avoir un objectif commun, c'était travailler tous pour l'avenir de chaque jeune. Et c'est, je vais vous dire, assez enthousiasmant de voir justement comment les murs se sont effondrés entre les différentes institutions, même si tout n'est pas parfait, on est d'accord, mais comment actuellement entre les parents, le périscolaire, la communauté éducative, la communauté, l'État local et les différents acteurs associatifs, comment en fait ils arrivent à construire ensemble un projet qui est un projet de réussite de chaque enfant, avec ce principe commun, c'est que chaque enfant a en lui des choses extraordinaires et entre autres des compétences qu'il faut découvrir, qu'il faut creuser, qu'il faut mettre en exergue. Et cette cité éducative, c'est vraiment ici comme ailleurs, même si toutes les cités sont différentes, c'est vraiment l'occasion de partager d'une façon complètement différente. Moi, honnêtement, je n'ai jamais vécu ce décloisonnement de travail et de bonne volonté comme on le vit depuis quelques mois à Chanteloup, par la cité éducative. Merci beaucoup, Catherine Hérénou. Jean-Philippe Assanti, vous aussi, voilà, il y a quand même, justement, ce vivre ensemble là, que vous facilitez avec le sport et d'aller chercher les qualités de chacun. Oui, je trouve intéressant là tout ce qui a été dit là sur l'idée de l'enthousiasme et vous savez, je pense qu'il y a une partie de la future élite française qui est dans nos quartiers et je pense que ça doit nous permettre de réfléchir un peu sur la composition de cette élite. Cette élite, elle est sur le toit du monde dans le sport. Faut considérer que la France sera un tout petit pays dans le sport sans les quartiers. C'est la moitié de l'équipe de France de football. C'est maintenant la moitié de l'équipe de France de rugby. C'est la même chose sur le hand. Donc, on a des talents incroyables reconnus dans le monde entier dans le sport. On va pas nous faire croire que ça ne peut pas exister dans d'autres champs. Donc, il faut donner les moyens. Il faut donner les moyens à ce qui est ce genre de passerelle. Monsieur Besson disait qu'il y a énormément d'innovations. Le département qui crée le plus d'entreprises, c'est la Seine-Saint-Denis. Donc, il faut vraiment considérer ces élites et en mettre partout. En mettre à la fois dans les grandes entreprises, dans les cabinets ministériels, dans les préfectures. Il faut de la diversité dans tous ces espaces-là. Et c'est vrai que le sport a une place extrêmement importante. Le sport, c'est pas que du haut niveau. C'est aussi une grande école pour chacun d'entre nous.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Assensi. Arthur Dehaene, le mot de la fin, justement, oui. Donc, ces espoirs, justement, avec la jeunesse, avec ces quartiers dont voilà, qui sont à la fois défavorisés. Seine-Saint-Denis, c'est typique. C'est à la fois créateur. Vraiment de ce que vient de dire Jean-Philippe Assensi. Dans le sport, effectivement, grâce à la jeunesse des quartiers, il y a des médailles françaises. Mais c'est vrai aussi dans la culture. C'est-à-dire que aujourd'hui, le rap français, tout le monde en écoute, c'est complètement entré dans la culture nationale, et c'est écouté partout. Partout, pas seulement dans les pays francophones, parce que c'est déjà une bonne chose, mais partout. Et au-delà de ça, il y a des choses qui sont moins connues. Mais par exemple, vous voyez, une discipline comme la danse hip-hop, comme le breakdance, par exemple. Ça, c'est que j'ai pratiqué. Il se trouve, on peut en douter, mais j'ai pratiqué ça pendant 10 ans à la MJC de Sartrouville, qui est donc la ville en face de Maison Lafitte. Les 3 grandes nations du monde dans cette discipline-là, c'est les États-Unis, la Corée, la France. Ouais. La France a eu des champions du monde. Donc il y a des espoirs et des réussites. Et des dons enfin, qu'on a. Merci infiniment Arthur Dehaene, merci infiniment Catherine Arenou, Jean-Philippe Assensi, Michel Bisson et Sophie Primas. Il y a une situation difficile et puis il y a aussi quelques espoirs et c'est bien de les avoir soulignés. À très vite pour un nouveau numéro de PAF.